Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler de récupération post-AVC. Je vais cibler ma présentation sur la récupération motrice. Voilà, donc on a parlé beaucoup de ce qu'on appelle la phase aiguë de l'AVC, et puis lorsque les déficits sont constitués, il y a la phase qu'on appelle chronique. Et en fait, l'AVC, c'est quand même c'est plutôt une maladie qui récupère. Donc on a différentes échelles pour évaluer la récupération et on classe les patients globalement en bons récupérateurs, moyens récupérateurs ou patients lourdement invalidés avec des déficits sévères. Et c'est pour cela que l'on cherche des thérapies. Alors, je vais regarder parce que là, ça ne place pas. Donc, on récupère pourquoi? Grâce à la plasticité cérébrale. Oui, je suis déconnectée de ça. Donc je vais regarder là. On récupère pourquoi? Grâce à la plasticité cérébrale, qui très vite et très grossièrement, ce sont des démasquages peut-être de connexions existantes ou de renforcement de connexions par des mécanismes d'apprentissage synaptique, de potentiation à long terme, mais aussi des choses plus structurantes avec des neuritogénèses, des nouvelles connexions qui se forment, de la synaptogénèse et de la neurogénèse. Et donc néanmoins, cette plasticité est peu efficace puisque l'AVC est la première cause de handicap, comme l'a dit Jean-Louis ce matin. Et donc les patients vont être lourdement invalidés. Donc cette récupération spontanée est limitée pour beaucoup. La rééducation ou réhabilitation est efficace, elle a ses limites aussi, et des recherches doivent encore être faites sur ces modalités pour l'améliorer. Ensuite, en ce qui concerne les médicaments de la phase chronique, il n'y a aujourd'hui pas de traitement pharmacologique validé lorsque les déficits sont constitués. Donc, à part la rééducation, quelles sont les pistes en recherche? J'en brosserai rapidement 3. Les stimulations non invasives, les médicaments et les cellules souches. Alors, les stimulations non invasives, c'est par exemple la stimulation magnétique transcrânienne ou des stimulations avec des courants galvaniques directs, la transcrâniale direct current stimulation, qui est moins focale et qui est basée sur le principe de la plasticité cérébrale qui est basée sur les études que l'on a fait en imagerie, qui est qu'il faut augmenter l'activité ipsilésionnelle, donc du côté de la lésion, et qu'en général, quand on augmente cette activité, j'ai bien dit en phase chronique, pas en phase aiguë, c'est associé à une meilleure récupération. Et donc, il y a ces outils qui permettent de stimuler de façon plus ou moins focale un hémisphère. Et il y a beaucoup d'études, mais sur des petits groupes de patients, qui mettent en évidence des effets positifs de ces techniques. Donc, au niveau des stimulations non invasives, aujourd'hui, nous en sommes à attendre de gros essais cliniques qui démontreront l'efficacité réelle de ces techniques. Ensuite, il y a les médicaments. Sur la base d'études de neuroimagerie et pas d'études chez l'animal, nous avons montré à Toulouse, au centre de neuroimagerie donc de Toulouse, que le Prozac, c'est-à-dire un antidépresseur, c'est la fluoxétine, en fait, elle améliorait en dose unique, c'était juste une gélule, elle améliorait la motricité des patients. Et cette amélioration motrice, pour chaque individu, était corrélée avec une augmentation de l'activité au niveau de l'aire motrice cérébrale. Donc on a répété ce genre d'expérimentation et finalement on a trouvé effectivement que l'IRM fonctionnel donnait des critères intermédiaires d'efficacité de thérapeutique, puisque ensuite on a lancé un essai clinique qui s'appelle FLAM, sur le Prozac, qui est un essai multicentrique français, donc beaucoup de gens dans la salle ont participé, et qui était le plus gros essai dans le domaine. Il est certes petit, 118 patients, 56 dans le groupe placebo, 57 dans le groupe traité, mais néanmoins c'est le plus gros essai.
La force de cet essai était que l'on a recruté des patients lourdement déficitaires et pas les patients que l'on recrute généralement dans les essais qui sont des patients modérément atteints et qui donc répondent bien aux thérapeutiques. Là, on a pris le patient lourdement déficitaire sur des échelles, ici par exemple, qui évaluent les déficits de chaque segment, donc des déficits moteurs. Et on a montré que le groupe fluoxétine récupérait mieux que le groupe placebo. Ce qui était parlant aussi pour le clinicien, c'est au niveau de l'échelle du Rankin, qui cote sur 6, là je n'ai pas mis 6, c'est quand on est mort, mais bon, quand on est à 1 ou 2, en fait, on est indépendant. Eh bien, il y avait plus de patients indépendants dans le groupe fluoxétine, donc le groupe Prozac, que le groupe placebo. Donc, un premier essai très encourageant, qui devra être validé, bien sûr, sur de plus gros essais cliniques. Mais aujourd'hui, on attend de plus gros essais. En tout cas, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment privilégier cette voie de la sérotonine. Hein, le fluoxétine, c'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Donc, ça booste le système sérotoninergique. Eh bien, à l'encontre de ce qu'avaient dit un petit peu les Américains, que c'était un petit peu les amphétamines qui étaient efficace, tout le système de la noradrénaline. Aujourd'hui, on a des arguments, en clinique aussi, et même sur de gros essais, mais résultats confidentiels, qui prouvent que ça ne marche pas. Et donc, il faut vraiment privilégier la sérotonine. Alors, la sérotonine, c'est arrivé un peu comme ça, sur un cheveu sur la soupe, parce qu'on connaissait ça assez mal dans la motricité. En fait, ce serait un système facilitateur de la motricité, mais encore une fois, les arguments chez l'animal manquent. Il y a pourtant des études chez la plisie qui montrent que pourquoi une dose unique serait efficace, ça vient parce qu'il y a peut-être des sortes de facilitation à court terme ou aussi à long terme et un renforcement synaptique sur la synapse sensorimotrice. Donc il y a des petits arguments comme ça, mais en fait qui sont assez succinct. Et puis, cet essai a relancé pas mal d'études chez l'animal qui montrent maintenant que ce genre de molécules antidépressives aurait pléthore d'effets sur l'apoptose, sur le stress oxydatif, sur l'inflammation. Et donc, bon, tout ça reste à explorer plus avant, mais c'est un champ qui s'ouvre et c'est très bien. Et donc, pour faire transition, effectivement, les antidépresseurs sont aussi plus largement connus sur le fait qu'ils boostent, qu'ils stimulent la neurogénèse ou qu'ils stimulent la production de facteurs trophiques. Et donc, cela fait ma transition avec la troisième partie qui est les cellules souches. Et donc, je vais vous parler donc de neurogénèse, puisqu'effectivement, ça a été un petit peu une révolution, qui est qu'on a découvert dans le cerveau adulte qu'il existait une neurogénèse. Donc, on était aujourd'hui capable, même dans un cerveau adulte, de produire de nouveaux neurones. Ce qui était beaucoup plus intéressant, ça a été prouvé aussi chez l'homme. Ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est qu'effectivement, cette neurogénèse a été vue et stimulée en conditions pathologiques, dont des modèles d'ischémie, mais aussi des modèles de sclérose en plaques. Alors maintenant, quel bénéfice fonctionnel attend-on de cette neurogénèse? Le problème, c'est qu'on produit quelques cellules souches, mais la production est extrêmement limitée. Donc la production endogène est limitée. Et donc en fait, effectivement, ces cellules se trouvent dans des zones spécifiques, comme la zone sous-ventriculaire ici. Et lorsqu'il y a une lésion quelque part, eh bien, ces cellules sont capables de migrer vers la lésion, comme si elles étaient attirées. Donc très bien. Mais si on regarde un peu plus tard, on voit ces cellules souches différenciées en astrocytes, en oligodendrites ou en neurones. Et puis ces jeunes neurones, malheureusement, meurent. Et donc finalement, seuls 0,2% des neurones existants seront remplacés dans le cas, comme ici, de lésions assez consistantes. Donc c'est extrêmement dérisoire comme effet.
Et donc, à quoi ça sert finalement cette neurogénèse? Eh bien, aujourd'hui, on se dit qu'elle est vraisemblablement efficace à remplacer quelques neurones éparses, voilà, mais n'est pas suffisante à remplacer tous les neurones perdus lorsqu'on a un AVC. Donc, quelle stratégie peut-on proposer? Eh bien, déjà, c'est de l'amplifier, cette neurogénèse. Et donc, on peut l'amplifier par des médicaments en stimulant ou bien en greffant, par exemple, des cellules souches non neurales par voie intraveineuse. Donc, ça se fait pour d'autres pathologies et donc c'est possible. Il y a des essais, beaucoup d'essais cliniques par le monde sur cette stratégie et un essai grenoblois qui est terminé et un autre essai aussi amorcé par Grenoble, européen, qui va démarrer. Donc, effectivement, c'est la stratégie la moins invasive, donner des médicaments. Donc, peut-être que la fluoxétine, effectivement, stimule la neurogénèse endogène. Par contre, sur de gros essais cliniques, d'autres facteurs de croissance ont été testés, comme le granulocyte colony stimulating factor ou le basic fibroblast growth factor. Et en fait, ces gros essais sur des centaines de patients ont montré soit pas d'effet pour le premier et des effets secondaires graves, puisqu'il y a eu des morts pour le deuxième. Donc, des pistes encore à explorer sur cette voie-là. Et donc, la deuxième stratégie, la moins invasive, donc, c'est comme je vous disais, des greffes par injection intraveineuse de cellules non neurales, hématopoïétiques ou mésenchymateuses. Donc ça, on les connaît bien, elles sont faciles à amplifier, donc elles sont faciles à prélever. Par exemple, à Grenoble, ils ont prélevé dans la moelle osseuse, et puis ils les sélectionnent, ils les amplifient, et ils peuvent les regreffer, ce qui permet une greffe autologue. Mais maintenant, dans le nouvel essai européen aussi, on peut en fait proposer des greffes hétérologues avec l'établissement français du sang qui a des banques de cellules et qui peut fournir pour l'essai. Donc c'est une voie intéressante a priori. Malheureusement, ces cellules ne sont pas faites pour faire des cellules neurales, neurones, astrocytes, oligodendrocytes, dont très peu sont capables, même si on en trouve toujours une ou deux, de se différencier en neurones. Alors je vous ai mis aussi la muqueuse olfactive parce que effectivement c'était une voie qui nous paraissait intéressante, surtout avec cet essai donc, qui n'est pas chez l'AVC, qui est chez le blessé médulaire, où des cellules olfactives ont été prélevées chez le patient lui-même, donc sélectionnées, amplifiées et réinjectées dans la moelle spinale, et avec des améliorations chez ces patients qui étaient chroniques, paraplégiques. Donc des effets intéressants. Et pourquoi intéressants? Parce que ces cellules très haut dans la muqueuse proviennent en fait de la crête neurale. Donc on se dit, bien, c'est des cellules un petit peu entre le neurone et la cellule mésenchymateuse, donc peut-être intéressantes, soit à donner des cellules de soutien, comme des cellules engainantes, celles-ci, ou des cellules ectomésenchymateuses, comme les a appelées François Ferron à Marseille, qui est un spécialiste de ces cellules, et qui a vu qu'en fait, elles exprimaient des marqueurs de neurones. Donc bêta-3 tubuline, c'est des marqueurs de neurones immatures, MAP2 de neurones matures. Donc elle dit qu'elles auraient des propriétés neurogéniques. Et qu'elles expriment aussi des gènes de cellules neurales. Mais en fait, quand on regarde bien le profil, c'est vrai qu'elles sont quand même plus proches des cellules mésenchymateuses, de la moelle osseuse, que des progéniteurs neuraux. Et donc, et c'est vrai que quand on les voit aussi, elles ne ressemblent pas tellement à des neurones. Mais c'est là tout le travail qui reste à faire, d'essayer de trouver les conditions de culture ou les facteurs modificateurs qui pourraient peut-être les faire s'exprimer et ressembler plus à des neurones.
Donc aujourd'hui, où en sommes-nous des essais cliniques de greffe de cellules souches mésenchymateuses? Eh bien, il y a eu beaucoup d'essais, comme je vous ai dit. La faisabilité est démontrée, la sécurité aussi. Mais pour le moment, tous ces essais sont très petits. Il y a maximum 13 patients traités. Donc, on est loin de démontrer l'efficacité, si elle existe, de cette approche. Donc, l'approche suivante, elle est plus invasive. Ça va être carrément la greffe intracérébrale de cellules souches, et cette fois-ci neurale, puisque, comme je vous ai dit, toutes les autres stratégies ont du mal à refaire des neurones et à remplacer les neurones morts. Donc, effectivement, donc ces cellules souches neurales sont capables de donner des neurones. Au début, ils ne sont pas différenciés, on appelle ça des progéniteurs neuronaux, puis des neurones. Ils peuvent donner des astrocytes et des oligodendrocytes. Le problème de cette approche va être quelle cellule, de trouver la source. Parce qu'effectivement, les cellules embryonnaires posent des problèmes éthiques et sont très, très, très réglementés en France au jour d'aujourd'hui. Les cellules souches adultes sont, on va le voir, peu disponibles, je vais vous en reparler. Et puis, il y a des lignées cellulaires, mais alors les lignées cellulaires vont être génétiquement modifiées, et donc nos organismes de santé sont frileuses par rapport à ce genre d'essais. Mais des essais cliniques ont été faits avec... Donc, vous avez peut-être entendu parler aussi des IPS, des induces pluripotentiels. C'est une voie miraculeuse un petit peu qui vous fait croire qu'avec un petit bout de peau, on va refaire tous les tissus possibles et imaginables et des neurones. C'est vrai que c'est possible qualitativement, mais quantitativement, ce n'est pas une stratégie qui est possible de production massive de cellules en vue d'une greffe pour des grosses lésions de type AVC. Donc, au niveau des cellules souches primaires, eh bien, dans le laboratoire à Toulouse, nous avons la chance d'avoir l'autorisation de prélever des cellules dans le cerveau de patients. Alors, ce sont des patients épileptiques, pharmacorésistants, qui doivent être opérés et dont on enlève une bonne partie du lobe temporal. Et afin de réséquer la zone épileptogène, eh bien, on passe au niveau de la zone sous-ventriculaire, la zone à cellules souches, qui serait déchet opératoire, donc que nous récupérons. Et donc, même si ce sont des patients épileptiques pas normaux, on est d'accord, ça nous permet quand même d'étudier ces cellules. Et donc, elles sont fragiles, hein, les cellules adultes, ce ne sont pas des cellules embryonnaires, c'est fragile, c'est difficile à cultiver. Elles passent par un stade de neurosphère, on les amplifie et ensuite, on a obtenu des conditions de culture pour arriver à les différencier en neurones, en astrocytes et en oligodendrocytes. Donc, vous voyez, ce sont des cellules qui ont beaucoup de neurites, qui communiquent entre elles et donc, ça nous permet de vraiment caractériser ce que sont ces cellules dans le cerveau. Donc, on a injecté ce genre de cellules dans des modèles de lésions assez massives chez le rat. On a montré des améliorations comportementales sur des tests de force chez le rat, mais c'est vrai que la reconstruction tissulaire chez cet animal greffé par rapport au contrôle, vous voyez, est extrêmement minime, parce qu'en fait, même si on greffe des millions de cellules, 95% meurent et peu de tissus sont reconstruits. Par contre, elle libère des facteurs trophiques et on peut avoir un effet bénéfique. Au niveau des essais cliniques, il y a un essai clinique en Grande-Bretagne, qui a été fait cette fois-ci avec une lignée cellulaire, donc je vous ai dit par une société, Regeneron. Donc, voilà, je m'étais mis. Je vais aller vite. Donc cet essai chez 11 patients chroniques stables qui avaient des lésions des ganglions de la base, des handicaps modérés à sévères, en fait, ont été greffés avec ces cellules souches, donc qui sont génétiquement modifiées pour pouvoir être amplifiées
et ensuite on met un produit qui stoppe, qui est censé stopper leur amplification et les faire partir dans les stades de différenciation. Néanmoins, c'est vrai que même avec ces cellules, ils ont obtenu très peu de neurones chez le rat. C'est plus facile d'obtenir des astrocytes. Et par contre, une amélioration sensorimotrice, mais toujours pareil, qui peut être expliquée par la libération de facteurs trophiques de ces cellules. Et au niveau des patients, il n'y a pas de groupe contrôle. C'est compliqué avec une chirurgie intracérébrale d'avoir un groupe contrôle. Mais donc tous les patients traités, d'après les investigateurs, se sont légèrement améliorés. Mais bon, c'est une étude non contrôlée. Donc, en conclusion de ces greffes de cellules souches dans les pathologies cérébrales, la faisabilité est démontrée, mais le bénéfice fonctionnel reste faible. En effet, les greffes de cellules souches seules est peu efficace parce que, comme je vous ai dit, il y a une mort cellulaire importante des cellules greffées et ce n'est pas adapté aux lésions massives. Le facteur limitant, c'est régénérer des neurones. Ça, c'est très compliqué. Donc, la dernière partie de cette présentation, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut proposer des biomatériaux qui seront support aux cellules. Et ces biomatériaux, en fait, ont pour but de mimer la matrice extracellulaire, créer un environnement permissif. Et en fait, on sait qu'ils améliorent la survie cellulaire. Ils aident même à la différenciation, ils aident à la vascularisation, ils diminuent l'inflammation et ils permettent aussi la recolonisation du tissu par la glie de l'hôte. Donc bien sûr, il faut faire des matériaux biocompatibles, voire biodégradables et facilement implantables. Et donc, malgré des lésions massives, lorsqu'on met ces biomatériaux avec des cellules souches neurales, eh bien, on constate des reconstructions impressionnantes de tissus avec des neurites qui poussent même jusque dans l'autre hémisphère et une baisse de l'inflammation et de la cicatrice gliale. Néanmoins, le dernier verrou à lever, et est-ce que les biomatériaux vont arriver à le lever, c'est que en plus de ce rôle de support de cellules, eh bien, il faudrait diriger la croissance des neurones et restaurer une connectique efficace comme elle l'était au début, avec des connexions longue distance comme notre cerveau est organisé. Et donc c'est pour ça, et donc effectivement, est-ce que c'est possible? Eh bien, cette très jolie étude de Maclis a montré que c'est possible de façon spontanée, chez le rongeur en tout cas, lorsqu'on fait des lésions très sélectives de neurones corticospinaux. Le faisceau corticospinal, c'est très important pour la force et la dextérité. C'est un paramètre qui, chez les patients, va être corrélé à sa récupération et à son indépendance dans la vie. Donc c'est une structure très importante. Eh bien, par injection d'une toxine, ils détruisent sélectivement les neurones corticospinaux, pas les astrocytes autour, pas les oligodendrocytes, juste les neurones. Et ils montrent en fait que spontanément, il y a des cellules souches endogènes du rat qui migrent vers la lésion, vont remplacer le neurone et refaire un faisceau cortical spinal intact chez quelques neurones repoussent. Donc, on se dit que spontanément, nous avons cette capacité. Et donc, peut-être que ce qui nous manque, c'est un environnement permissif pour permettre aux neurones de pousser. Et donc, c'est pour ça que dans le laboratoire, nous avons designé des implants, mais cette fois-ci des implants orientés, des biomatériaux avec des créneaux pour que les neurites prennent la direction des créneaux et nous les implantons ensuite 15 jours après dans la lésion et nous cherchons à refaire, après cette lésion du cortex sensorimoteur, eh bien refaire avec ces matériaux orientés, rediriger les neurones pour qu'ils reprennent le sillage du faisceau corticospinal. Et nous avons montré qu'effectivement, ce genre d'approche par rapport à la récupération spontanée du rat, eh bien, améliore significativement cette récupération,
donc les biomatériaux avec les cellules, donc sont beaucoup plus efficaces que les cellules seules ou que les matériaux seuls qui ont néanmoins un effet. Voilà, et donc en fait, autour de ces biomatériaux, il se refait des tissus. C'était des neurones humains que nous avons implantés chez le rat, donc avec des marqueurs, on voit que 4 mois après la greffe, eh bien, ces neurones sont toujours vivants et qu'ils se différencient en neurones matures, donc ça c'est des marqueurs de neurones matures. Voilà, et donc voilà où en sommes-nous de ces recherches en cellules souches dans l'AVC.